Bonjour Manaz Chirali, vous êtes sociologue et spécialiste de l'Iran. Alors c'était il y a une semaine, Mahsa Amini, 22 ans, est morte après avoir été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs car son voile ne couvrait pas bien sa tête. Sa mort a provoqué toute la semaine une vague de protestations et d'émeutes dans tout le pays et des morts, 17 selon le bilan officiel et selon le dernier bilan des ONG, 36. Alors, Manaz Chirali, ça peut aller jusqu'à où cette colère? Elle est profonde, non? Elle est très très profonde, elle est suivie. Et jusqu'où cela peut aller, je ne suis pas capable de vous le dire. Le président iranien a déclaré hier, vous savez, il était à New York, où se déroulait donc l'Assemblée générale des Nations unies. Il a déclaré hier que la mort de Mahsa Amini fera l'objet d'une enquête. On peut croire que la vérité surgisse après une Déjà, enquête? j'aimerais bien qu'il y ait une enquête sur le président lui-même qui a tué 4000 personnes en une seule nuit dans les années 80. Il a signé l'arrêté de mort de 4000 détenus qui étaient en train de purger tranquillement leur peine de prison. Ils ont dynamité l'une des ailes de la prison, de la terrible prison Evin, et 4000 détenus se sont ensevelis sous les décombres. Le tribunal de Suède a condamné Raisi comme l'un des principaux architectes de cette tuerie. Et malheureusement, il est reçu à New York, à Nations Unies. Malheureusement, il a eu Ça vous a choqué, ça? Énormément, énormément. Personnellement, en tant que Française, je n'attendais pas cela du côté de la part de mon président. Et les Iraniens sont choqués parce qu'ils n'attendaient pas cela de la part d'un pays démocratique comme la France, de la part d'un président démocratiquement élu, de rencontrer un président Boucher qui est responsable de la mort de 4000 détenus reconnus par un tribunal d'un pays démocratique. Ça, c'était dans les... Vous dites quelle année c'était? Ça s'est déroulé dans... 87. En 87. Si ma mémoire... Si, pour revenir à aujourd'hui, si le président iranien assure qu'il va y avoir une enquête, tout en disant que le rapport du légiste a dédouané la police, est-ce que ça veut dire que ça inquiète très fortement quand même le pouvoir iranien, ce qui s'est passé tout au long de cette semaine? Vous savez, ce genre de réaction mensongère, on est habitué, les Iraniens sont habitués. C'est pourquoi ils n'ont pas prêté attention à ce que le président, avec ses 3% de voix, parce qu'il a été le résultat d'une élection complètement, largement qui s'est déroulée, il est nouveau président depuis août 2021. Exact. Exact. Alors donc, ce qu'il dit n'a pas beaucoup d'impact pour les Iraniens. C'est pourquoi ça ne les a pas calmés. Le régime, il s'est durci vis-à-vis des femmes ces derniers mois. On parle d'une talibanisation du régime en Iran. Moi, je pense que les talibans sont plutôt les petits élèves de la République islamique, si vous voulez, parce que ça fait 43 ans que les femmes iraniennes sont systématiquement humiliées, systématiquement violentées et agressées par les agents du régime, par la police des mœurs, par les lois islamiques. Donc, ce n'est pas une talibanisation, ça a été toujours le cas, mais là, à travers cet événement, les regards se sont retournés sur l'Iran et on est en train de prêter attention à une violence qui était déjà dans ce pays, sur le corps de la femme, un corps stigmatisé depuis 43 ans. Alors parlons de cette police des mœurs. Les internautes la connaissent pas forcément très bien. J'aimerais bien que vous m'expliquiez c'est quoi exactement la police des mœurs, comment elle intervient et comment elle intervient, comment ça se passe en fait? Alors, cette police des mœurs, elle circule dans la rue, comment ça se passe? La première mesure restrictive de Khomeini en 1979, après l'avènement de la République islamique, c'était l'obligation du port du voile. Et pour rendre effective l'obligation de voile, que toutes les femmes acceptent, il a inventé ou créé une police qui s'appelle la police des mœurs. Et avec des agents particulièrement violents qui ont systématiquement agressé les femmes qui ne respectaient pas les préceptes de la loi islamique. Ça veut dire quoi? C'est couvrir complètement leurs cheveux, être complètement sans maquillage, entièrement couverte. À partir du moment où une jeune fille ou une jeune femme n'était pas assez couverte, elle était la cible privilégiée de cette police pendant 43 ans. Mais c'est vrai que les nouvelles générations étaient beaucoup plus
courageuse pour transgresser les contraintes de la République islamique. Ce qui a donné cette fausse impression aux observateurs étrangers qu'il y a une certaine liberté. En fait, ce n'était pas une liberté, c'était la transgression. C'était la transgression d'une courage. Génération. Parce que c'est vrai qu'effectivement, on voyait parfois des jeunes femmes, où on voyait des mèches dépassées, ou un voile très en arrière. Pas forcément le tchador qui cerclait simplement la tête. Hein, non, elles se sont donné la liberté de s'habiller un peu plus ouvertement. Mais elles étaient systématiquement agressées, mais c'est-à-dire agressées, c'est des coups Les femmes qui ne portent pas correctement le voile islamique en Iran sont susceptibles de recevoir des coups de fouet. Quand elles sont introduites devant le tribunal religieux, les tribunaux religieux les condamnent à des coups de fouet. Il y a tellement de femmes en Iran qui ont été fouettées tout simplement parce qu'elles étaient maquillées, parce qu'elles portaient un peu de rouge à lèvres, parce qu'elles portaient un peu de... on voyait leurs cheveux. On n'en a jamais parlé, jamais. En 2001, j'ai publié un livre sur la vie des jeunes. On m'a accusée de mentir. Parce qu'on ne voulait pas entendre. C'était pas encore. C'était pas entendable. L'opinion publique en Europe n'était pas encore ouverte pour entendre, n'était pas encore prête pour entendre. Alors qu'aujourd'hui, à travers ce drame, les regards, enfin, les oreilles se sont ouvertes. Les oreilles sont devenues attentives par rapport à ce qui se passe dans la société iranienne, par rapport à cette violence que les femmes iraniennes subissent depuis 43 ans maintenant. Une violence et un contrôle systématique, puisque donc c'est une police qui circule, hein, c'est ça, dans la rue, dans les patrouilles. Qui patrouille et qui traque les femmes, qui les emmène au poste. Donc ça peut être des amendes, de la prison, des coups de fouet. Tout à fait. C'est ce qui se passe. Et la mort. Et la comme mort. Vous voyez, oui. La mort. On a une idée de combien les chiffres ne doivent pas être très évidents à... Écoutez, moi, ce que j'ai entendu de la part de la bouche du chef de la police des mœurs, qui a dit chaque jour, nous arrêtons des milliers de femmes. Chaque jour, nous arrêtons des milliers de femmes. Et il n'y a qu'une seule mort. Donc, il attendait qu'on le remercie d'avoir... Des 99 femmes vivantes contre une morte, en fait, finalement. Selon lui. Selon lui. Et vous pensez que le bilan est quand même beaucoup plus élevé, j'imagine, non ? Pour le meurtre, je n'ai pas de chiffre exact, mais je sais que les jeunes filles que j'interviewe dans le cadre de mon travail, dans le cadre de mon enquête, parlent systématiquement de cette humiliation qu'elles ont subie, des moments désagréables qu'elles ont passés en prison ou dans les tribunaux, devant les tribunaux. Elles parlent souvent de cette humiliation. C'est pourquoi je dis, la République islamique a humilié les femmes d'une étonnante manière, les hommes aussi, bien sûr, mais les femmes étaient leur cible privilégiée d'humiliation, de mépris et de violence. Est-ce qu'il y a des hommes dans les manifestations aux côtés des femmes toute cette semaine ? Les hommes iraniens sont aux côtés des femmes ? Absolument. Pour la première fois, j'étais heureuse de constater qu'il y a une forte solidarité entre les hommes et les femmes iraniennes, alors que pendant longues années, le régime avait réussi à régner en divisant les hommes et les femmes. Oui, en les séparant. En les séparant, en les divisant, en créant des conflits entre... Ce sont des mécanismes très compliqués, mais cette fois-ci, pour la première fois, une vaste solidarité masculine envers les femmes, parce que les hommes, ils ont identifié dans le sort de Mahsa, en fait, le sort de leur fille, de leur sœur. De leur cousine, de leur nièce. Exact. On voit beaucoup de vidéos de femmes qui se coupent les cheveux toute cette semaine. On a vu beaucoup ça, des femmes qui jettent leur voile, mais qui coupent leurs cheveux. Quel sens ça a de couper ses cheveux ? On se débarrasse de... C'est très culturel parce que dans les sociétés traditionnelles, dans les sociétés orientales, une femme aux cheveux longs, c'est une femme vertueuse, digne de respect. Une femme qui a des cheveux courts, c'est une femme de petite vertu. Donc, ces femmes, en coupant leurs cheveux longs, elles sont en train de piétiner toutes les valeurs traditionnelles de leur société. Les réseaux sociaux sont très importants pour les Iraniens. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Vous dites que c'est finalement leur seul espace de liberté. Dans un pays où l'espace public n'existe pas, les réseaux sociaux sont devenus un espace parallèle par rapport à
Cet espace public fermé est dangereux. C'est pourquoi j'ai consacré un livre l'année dernière, Fenêtre sur l'Iran. Et dans ce livre, j'ai parlé de l'importance des réseaux sociaux et cette utilisation très particulière que les jeunes Iraniens font des réseaux sociaux. En quoi elle est particulière alors, Parce qu'en fait, ils vivent sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas être iranien et jeune sans avoir un compte Instagram. Un peu comme des Européens, comme des Français. Mais les Français, ils ont leur vie à l'extérieur quand je vois... Ils ont deux vies, quoi. Ils ont leur vie Instagram et leur vraie vie. Oui, ils ont le jeune une vraie Iranien vie. Le jeune Iranien n'a pas le droit d'avoir une vie à l'extérieur, une vraie vie. Donc, vous dites c'est très particulier, donc, cette vie sur les réseaux sociaux. Hein, c'est très particulier. Là, maintenant, il y a de nouvelles applications comme Clubhouse. Ce sont des salles virtuelles dans lesquelles les Iraniens se réunissent par des milliers et ils se parlent, ils communiquent, ils font des débats. Et pour moi, c'est un entraînement de débat démocratique parce que là, ce sont une sorte d'université publique dans lesquelles les Iraniens ont la possibilité pour la première fois d'entendre des voix qu'ils n'ont jamais entendues. Une forme d'agora finalement. Absolument. Et de fait, le contrôle d'Internet est majeur pour le pouvoir politique, pour le régime iranien. Absolument, vous avez parfaitement raison. Mais en même temps, le régime n'a pas la possibilité de le couper entièrement parce que eux, en fait, ces agents aussi dépendent de l'Internet. Et c'est ce qui est devenu assez compliqué. Et en même temps, les jeunes Iraniens sont devenus des vrais geeks et ils sont capables de dépasser la censure, de créer d'autres types de connexions à l'Internet uniquement pour pouvoir communiquer avec le monde libre. Le régime est prêt à sacrifier sa jeunesse pour se maintenir ? Pour la République islamique, les intérêts nationaux de ce peuple n'ont absolument aucune importance. La seule chose qui compte pour lui, c'est de sa volonté, une sorte de volonté universaliste de gagner de pouvoir, de popularité dans les pays arabes auprès de l'opinion publique du monde arabe, parce que leur rêve, c'est de gouverner le monde musulman. Au mépris de son propre peuple, Absolument. Au mépris de sa jeunesse, au mépris de ses femmes. Absolument. La jeunesse iranienne, c'est une génération largement maltraitée par le régime. Elle aspire à quoi, cette jeunesse iranienne ? De vivre comme les autres jeunes dans les autres pays. Ils ne demandent pas grand-chose. Ils veulent avoir une vie normale. Ils savent, bien que le pays soit très fermé, on connaît aussi les sanctions qui se sont abattues sur l'Iran, le contexte économique, ils savent bien sûr comment ça se déroule ailleurs, la vie. Ils savent parfaitement, grâce aux réseaux sociaux, ils savent parfaitement comment les jeunes dans les autres pays vivent et ils aspirent à avoir la même vie et ils n'ont pas, leur vie est totalement la liberté. Est-ce que Mahsa Amini est en train de devenir un symbole ? Elle est un symbole. Elle est déjà un symbole. Symbole de solidarité homme-femme, symbole d'une génération, des générations qui ont été humiliées, qui ne veulent plus accepter leur sort et qui veulent changer leur... C'est une génération en ce moment en Iran en train de se révolter parce qu'elle souhaite avoir la liberté et la démocratie. J'ai l'impression que vous avez l'espoir que cette génération pourrait changer les choses. Je me trompe ? Moi, je suis sociologue et je crois en pouvoir d'un peuple qui veut prendre son destin en main. Je ne peux qu'y croire, c'est mon travail, c'est mon métier. Vous êtes optimiste, pessimiste ? Et je suis très inquiète parce que je sais à quoi la République islamique est capable. C'est pourquoi j'appelle la communauté internationale de veiller sur ses exactions, de veiller sur sa violence et de ne pas lui permettre d'assassiner ses propres ressortissants en toute impunité. Vous trouvez que l'Occident, les États-Unis, l'Europe ne s'est pas assez manifesté vis-à-vis de l'Iran, de tous des événements qui se sont déroulés toute cette semaine ? Le média français s'en est bien occupé. Le média français l'a bien reflété et je suis reconnaissante vis-à-vis de tous les journalistes français qui m'entendent, qui me voient. Ils ont fait un beau travail et j'espère qu'ils continuent. Ce travail est précieux. On suivra bien sûr tous les événements qui vont se dérouler encore en Iran. Merci Mahnaz Shirali d'être venue nous éclairer. Et je rappelle effectivement le titre de votre livre, votre dernier livre, parce que vous en avez publié plusieurs, Fenêtre sur l'Iran,
que l'on voit à l'écran, Le cri d'un peuple bâillonné, et c'est aux éditions Les Pérégrines. C'est bien ça? Les Pérégrines. Les Pérégrines, oui. Pardon. Alors ne bougez pas, on se retrouve dans un instant avec Dorothée Olieri, grand reporter à France 2. Elle consacre aujourd'hui un livre à Maxime Blasco, tireur d'élite de l'armée française. Il est mort au combat au Mali. C'était il y a un an, presque jour pour jour.